Son dernier voyage a été à Marseille, où à l'invitation de la Maybrit, il a parlé de son dernier livre, Les virus et les cellules terroristes. Le professeur Feldman, non, je vais m'y prendre autrement. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, je l'ai appris là récemment en venant à pied sur Rothschild, sur le boulevard Rothschild, que c'était la journée des Maasim Atovim, la journée des bonnes actions et du bénévolat. Et bien justement, le professeur Feldman pourrait nous donner à tous une leçon en cela qu'il dirige pour l'association Alumim, le groupe de parole, dont je suis le secrétaire perpétuel, jusqu'à ce qu'on annonce que le perpétuel est quelquefois provisoire, mais ça c'est une autre histoire. Il se charge de ce groupe de parole, il est chargé de ce groupe de parole et il s'en tire très bien puisque le quota reste le même au fil des années. Nous nous réunissons une fois par mois à Beit Tami, sur le boulevard Rothschild, et je pense qu'on peut dire que le groupe... Pardon ? Sur Shenkin, oui. Qu'est-ce que j'ai dit ? Sur Rothschild, oui, j'ai Rothschild en tête. Il est également psychologue. Ah, j'ai oublié, pardon, de vous dire qu'il est psychologue et victimologue. C'est donc en tant que psychologue qu'il dirige notre groupe de parole. Il est également psychologue pour The One Family Fund, les victimes du terrorisme, et aussi pour le ministère de l'Intégration, le soutien aux immigrants de France. Voilà, il va nous parler aujourd'hui de la France et du sionisme. Je vous demanderai simplement, comme d'habitude, de bien vouloir éteindre vos mobiles, vos téléphones, car même si vous attendez un coup de fil du président Rubin pour l'aider à monter son gouvernement, il devra attendre après la conférence. Israël, ils te sont acquis. Merci. Donc tout le monde entend bien, je vois. Ou j'entends plutôt. Bien, donc je connais effectivement beaucoup de visages ici, parce que ça fait presque une dizaine d'années que j'anime le groupe de parole de Alumim, donc l'association, pour ceux qui sont nouveaux ici, des enfants cachés en France et qui ont immigré en Israël. J'ai aussi fait une ou deux fois, je crois, des conférences à Jérusalem pour Alumim. Donc je connais bien votre association et elle me tient vraiment à cœur. À chaque fois, je sors très ému de nos entretiens, malgré les années. Bien, aujourd'hui, donc, on va parler de la France et du sionisme. Beaucoup de gens ici vont dire oui, bon, on connaît tout ça. Mais je crois qu'il est intéressant et important de mettre l'accent sur les définitions. Bon, pourquoi la France et le sionisme ? Parce qu'en ce moment, l'Aliyah de France est en train de grossir. Et j'avoue personnellement que lorsque j'ai fait mon Aliyah il y a plus de 30 ans en Israël, j'étais devant un Merkaz Klita à Ashkelon, et le seul Français qui était là, c'était un petit jockey qui avait tué un Arabe et qui était venu se réfugier en Israël. Et dès qu'il a vu qu'il n'était pas poursuivi, il est reparti. Donc je suis resté seul, le seul Français, au milieu de tous les Roumains et les Éthiopiens. Bon, tout ça pour dire que jusqu'à présent, l'Aliyah de France, bon, il y en a ici qui sont ici depuis très très longtemps, comme ma cousine, très longtemps, mais disons que c'était assez rare. Et là, bon, ça commence à bouger, et cette Aliyah est en train de grossir. Et on voit qu'elle soulève énormément de problèmes, surtout en France, mais également un peu en Israël, on va en parler. Bon, alors qu'est-ce que c'est que le sionisme ? Je dis ça parce que le mot sionisme, comme vous le savez, maintenant sur la surface de la Terre, c'est devenu le symbole de tout ce qu'il y a de pire. Lorsqu'on dit sioniste en France, mais pas seulement en France, je voyage pas mal dans le monde, et à chaque fois sioniste égale vraiment tueur, raciste, tout ce qu'on veut, etc. Or, ça vient tout simplement du mot de Sion, comme vous savez, le bon Sion, qui est à Jérusalem. C'est donc le symbole de la terre d'Israël. Le sionisme, il faut savoir que c'est pas seulement être sioniste en étant à Paris ou à Londres ou à Rome, c'est de faire un retour physique en Israël. C'est-à-dire que les sionistes ont beaucoup insisté sur cela au début,
du mouvement, c'est-à-dire que faire l'Alia, c'est-à-dire monter vers Jérusalem, eh bien, c'est physiquement. C'est pas seulement, voilà, j'aime bien Israël, l'an prochain Jérusalem. Non, c'est vraiment faire l'Alia. Donc, tous ceux qui sommes ici, eh bien, nous avons fait l'Alia physiquement. Une autre chose qui est très importante à signaler, c'est un mouvement politique. Il y a souvent des erreurs, je travaille beaucoup avec les Olim de France, et ils viennent, ils mettent la kippa souvent, parce qu'ils pensent que faire l'Alia, eh bien, c'est un acte religieux. Or, pour les sionistes au départ, ce n'était pas un mouvement religieux, c'était un mouvement vraiment politique. Et ils ont beaucoup insisté sur cela. Et c'est pourquoi, on en parlera après, il y a eu un clash, une opposition entre le judaïsme rabbinique et puis le sionisme. Donc, autre chose, le sionisme, une critique radicale de l'assimilation dans les nations. C'est-à-dire, c'est la décision prise par un certain nombre de juifs de ne plus vivre au sein des nations, de créer un État juif, c'est-à-dire avec souveraineté nationale juive. Alors, encore une fois, là aussi, il y a des confusions. Parce qu'en France, on en parlera, être juif, c'est d'abord faire partie de la religion juive. Ici, en Israël, être juif, c'est faire partie de la nation juive. Bon, maintenant, ça a disparu des cartes d'identité, mais lorsque les anciens, vous avez fait l'Alia, il y avait écrit les Yehudi, c'est-à-dire nation juive, sur la carte d'identité. Et ça, c'est très important, parce que j'ai fait une conférence à Grenoble, les gens ne comprenaient rien, parce qu'ils ne voyaient pas pourquoi il y a un État juif, c'est-à-dire un État religieux, ils ne connaissent pas. Non, j'ai dit, ici, nous parlons de nation juive, c'est-à-dire le rétablissement de la nation juive après des millénaires. Bon, alors, cette idée de rétablissement politique et national en Palestine a commencé, comme vous le savez, dès le 19e siècle, même si au cours des siècles, il y a eu des essais de revenir ici de manière religieuse, comme vous le savez. Alors, le mot Palestine, là aussi, vous devez le savoir, mais je crois qu'il est important de signaler ce que ça veut dire. Palestine vient du latin Palestina, et Palestina, en fait, ça veut dire Philistie, ou pays des Philistins. Là aussi, c'est très important de le signaler, parce que souvent, on entend, quand je fais des conférences ou des cours en France, on me dit, tu retournes en Palestine? Mais non, je retourne en Israël. Pourquoi? Parce que c'est les Romains, comme vous le savez, qui au IIe siècle ont décidé d'éradiquer complètement la présence juive dans la région, et pour ça, l'empereur de l'époque, donc c'est Romain, donc a demandé à ses historiens, je veux nommer cette terre selon les plus grands ennemis des Juifs. Donc on lui a dit c'était les Philistins dans la Bible. Donc c'est pour ça que ça s'est appelé Palestina. Là aussi c'est un sujet de discorde énorme avec beaucoup de personnes en France qui ne comprennent pas pourquoi on insiste tellement pour appeler cet État l'État d'Israël. Bon, vous savez tous que à la fin du 19e siècle, Théodore Herzl a écrit son fameux livre L'État juif ou l'État des Juifs, ça dépend comment on veut le traduire, où il apprenait tout simplement le retour ici dans la région, c'est-à-dire pour créer l'État d'Israël. Bon, qui était Herzl? Vous le savez aussi, c'était un journaliste juif autrichien très assimilé. Il faut savoir qu'Herzl connaissait absolument rien au judaïsme et que celui qui l'instruisait par rapport à la région, c'était un pasteur protestant. Oui, parce que il était très mal vu de beaucoup de monde, y compris des rabbins, avec son idée de créer un État ici. Et donc, il ne connaissait pas grand-chose au judaïsme, mais il savait une chose, c'est qu'il fallait trouver un endroit où les Juifs seraient donc en sécurité. Et pourquoi? Parce que, comme vous le savez là aussi, lorsqu'il a assisté à la dégradation du capitaine Dreyfus, et qu'il a entendu à mort les Juifs, toute la foule était déchaînée, et vous savez que ce déchaînement a eu lieu sur tout le territoire français, et également, pour ceux qui sont d'Algérie ici, également en Algérie, ça on ne le dit pas, il y a eu un pogrom terrible en Algérie contre les Juifs à l'époque de l'affaire Dreyfus. Donc vous voyez, ça fait... D'ailleurs, on en parle encore de cette affaire Dreyfus, c'est quelque chose qui a marqué énormément la France. On peut donc dire que le sionisme politique est né en France, même s'il a été précédé, comme vous le savez là aussi, en Russie. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de pogroms et de persécutions en Russie que les Juifs ont commencé à penser aussi, au retour ici. Mais c'était une pensée qui était plutôt socialo-communiste. Et voilà pourquoi aussi le début d'État d'Israël était extrêmement socialo, j'allais dire marxisant.
Voilà. Donc, maintenant, pourquoi la France a été toujours dure à convaincre de ce retour des Juifs comme nation sur la terre d'Israël? Eh bien, tout simplement, parce qu'il y a un choc énorme entre deux idéologies. Je ne sais pas si vous m'avez vu sur I24 News, où on m'a demandé de parler de ça. C'était avec l'ex-ambassadeur d'Israël en France. Je ne me rappelle plus son nom, ça va m'en venir. Bon, pourquoi ça crée tant de problèmes, ce retour des Juifs ici? Parce qu'en fait, tout le monde sait que les Juifs sont en train de rentrer du monde entier en Israël. Eh bien, parce qu'en 1791, juste après la Révolution française, eh bien, après des siècles et des siècles et des siècles de non-reconnaissance de leurs droits, les Juifs parvenaient enfin dans un pays, qui s'appelle la France, donc, au statut de citoyen. Alors, pourquoi? Parce que la Révolution a commencé à développer ce qu'on appelle les droits de l'homme, et donc ce statut de citoyen a marqué énormément le peuple juif, et la France aussi d'ailleurs, parce que les Juifs sortaient enfin de la cachette. Vous savez lorsqu'on étudie ici en Israël dans les écoles, les Juifs avant la Révolution française, on parlait Yodé à Seter, c'est-à-dire les Juifs cachés. Il y avait des Juifs partout, mais ils n'avaient aucun statut. Ils étaient donc à la merci de toute persécution. Seulement, là aussi, ça n'a pas été si simple, parce qu'il faut toujours lire entre les lignes. À l'époque, le duc de Clermont-Tonnerre a dit à l'Assemblée constituante, il faut tout refuser aux Juifs comme nation, il faut tout leur accorder comme individus. Bon, à l'époque, c'était très bien pour les Juifs, mais à notre époque, ça ne va plus du tout, parce que, d'accord, on peut être juif et français, juif français ou français de religion israélite, mais en tant que nation, là vous voyez le choc immédiatement qui se crée entre la France et le sionisme qui, lui, veut un État, une nation juive. Donc, dès le départ, on peut dire qu'il y a eu opposition, comme si ce petit mouvement sioniste de rien du tout, hein, parce qu'au départ, il ne faut pas croire que c'était comme maintenant, c'était une toute petite idéologie, mais qui tout de suite s'est placée en concurrence avec l'orgueil national français. Pourquoi? Parce que l'émancipation des Juifs est l'un des titres de gloire de la France. C'est pourquoi vous entendez sans arrêt tous les hommes politiques, droite, gauche, etc., j'allais dire même Marine Le Pen, dire que les Juifs ne doivent pas partir, ne doivent pas quitter la France. Parce que quitter la France, ça veut dire que cette émancipation des Juifs de 1791 est caduque. Et si elle est caduque, alors toute la théorie des droits de l'homme et tout ce que la France véhicule dans le monde risque de s'effondrer. C'est pourquoi vous voyez une opposition terrible. De tous les côtés, les hommes politiques, à droite, à gauche, etc., demandent aux Juifs surtout de ne pas partir. Parce que s'ils permettent aux Juifs, ou ils encouragent les Juifs français à partir, alors c'est l'échec du modèle d'assimilation proposé par la Révolution française. Donc d'emblée, le sionisme en France a eu beaucoup de difficultés. Il a buté sur des tas de modes de pensée assimilationnistes, partagés par tout le monde, par les chrétiens, mais par les Juifs aussi, les Juifs de France. Bien sûr, il y a eu des considérations politiques et diplomatiques bien plus compliquées derrière tout ça. Ce n'est pas seulement de l'idéologie. On va y revenir. Donc dès le départ, Herzl a été tenu pour un dangereux excité. Et jusqu'à présent, on retrouve cette accusation lancée contre l'État sioniste dans la presse, pas seulement française, mais particulièrement dans la presse française. On parle sans cesse d'un État fanatique, extrémiste, tueur d'enfants, etc., de Palestiniens. Et là, on a vu ça avec les dernières élections. Le fait que Netanyahou est passé, ça a créé un remous, alors sur la planète entière, et particulièrement en France. Or, vous allez me dire, c'est les médias. Mais les médias ne sont que le reflet, en fait, de la pensée profonde d'un pays. Alors, le conflit politique. Il y a toujours eu un conflit politique entre le sionisme et la France. Pourquoi? Parce que la France elle-même se définit comme une puissance musulmane. Ça ne veut pas dire qu'elle a été musulmane, mais musulmane parce qu'elle est placée en Méditerranée face au monde arabo-musulman. Donc, elle a toujours considéré qu'elle avait un droit de regard sur les pays arabes.
par ailleurs, c'est ça qui est incroyable, malgré la révolution de 1789, elle est restée la fille aînée de l'Église. C'est assez compliqué de comprendre ça. D'un côté, puissance musulmane, de l'autre côté, fille aînée de l'Église. Alors, bon, c'est vrai que par exemple Chirac, lorsqu'il était devenu président, la première visite qu'il a fait, ça a été pour le pape. Il a été visiter le pape, il est au Vatican. Donc, on sent qu'il y a là encore une marque très importante du catholicisme en France. Alors, la France, disons, au XIXe siècle, a commencé, comme vous le savez, à avoir une expansion coloniale extrêmement importante, en Afrique, partout, même en Indochine et tout ça, mais particulièrement dans le monde musulman, toute l'Afrique du Nord, et la Syrie et le Liban. Et à l'époque, la Palestine faisait partie de l'Empire ottoman, où la France avait également des intérêts économiques, qu'elle disputait âprement à une autre puissance de l'époque, c'était l'Angleterre. Donc tout